Et donc cette session est consacrée au conte au jardin. Et donc je vais brièvement vous introduire un peu le sujet, et ensuite je m'effacerai évidemment pour laisser la place à nos 4 intervenants. Mais en fait, avec le mot jardin, j'ai un petit souci, parce que étymologiquement, ça signifie terrain clos. Or, si à Chaumont, il y a bien un truc qui nous est cher, et surtout pendant ces conversations, c'est l'ouverture. Donc on est un peu face à un paradoxe entre quelque chose de clos et quelque chose d'ouvert. Et donc pendant ces 2 jours, on va essayer de jouer avec ce paradoxe pour abaisser les murs qui, d'ordinaire, enclosent les jardins. Et quoi de mieux pour faire tomber des barrières que des histoires, des belles histoires, des contes. Et d'ailleurs, pour ceux qui ont déjà visité le Festival des Jardins, il y a beaucoup de portes, il paraît. Je ne l'ai pas encore vu. Mais donc, il y a beaucoup de portes. Et nous, on va essayer de les franchir ensemble. Car ces récits, ces contes, sont fantastiques, à tous les sens du terme, pour justement abolir les frontières et toutes les frontières. Alors, les premières, classiques, c'est celles qu'il y a entre l'enfance et l'âge adulte. Et par exemple, c'est le rôle des contes dits initiatiques. Et donc les contes initiatiques relèvent de cette mission. Et on peut citer par exemple Pinocchio ou bien le vaillant petit tailleur des frères Grimm. Et donc à leur lecture, normalement, on est édifié, on apprend des choses, on en tire des leçons. En fait, ça peut être aussi un peu plus subtil. Et un conte peut nous aider à nous faire passer d'un soi que l'on croyait être à un soi réel. Prenez par exemple la conférence des oiseaux, un des contes soufis parmi les plus célèbres, où des oiseaux se mettent en quête du mythique Simorgue afin de le prendre comme un roi. Et en fait, au bout du voyage, ils découvrent que le Simorgue, c'est eux-mêmes seulement. Donc voilà, c'est une belle leçon des contes, c'est « soyez vous-même ». Et le jardin tient son rôle ici, puisque comme le dit l'un de nos invités, Jean-Pierre Le Dantec, dans leur série consacrée au jardin de Philosophie Magazine, le jardin est une projection de l'image qu'on se fait de soi et de l'image qu'on se fait de notre humanité à un moment donné, dans un espace déterminé. Là, j'ai prononcé le mot « humanité ». S'il y a bien aussi une frontière que le conte abolit, c'est celle justement entre l'humanité et l'animalité. Vous voyez par exemple La Belle et la Bête, où un jardin justement tient une place particulière. On peut aussi évoquer Charles Perrault avec son Chaboté. Et en fait, de Charles Perrault, moi j'ai plutôt tendance à vouloir parler de son frère, Claude, qui était médecin et architecte. On lui doit une belle colonnade au musée du Louvre. Et donc là, on est au XVIIe siècle, et donc on est juste à l'époque où Descartes vient de publier son fameux discours de la méthode, dans lequel il dit que les animaux ne sont que des mécanismes n'agissant qu'en fonction de l'agencement de leur rouage, en l'occurrence leurs organes, et seul l'humain disposerait d'une âme, d'une intelligence, de sentiments. Et en fait, Claude Perrault, il fait partie d'un mouvement à cette époque qui est complètement en résistance avec ce genre d'idées. Et donc ce mouvement de résistance, on en trouve plusieurs représentants à la cour de Versailles, justement. Et peut-être que Claude a discuté avec son frère Charles et qu'on retrouve ces idées finalement où il n'y a pas de frontière entre l'humanité et l'animalité dans les contes de Charles Perrault. On peut en fait aller un peu plus loin, parce que là je parlais de frontière animalité-humanité, en remplaçant l'animalité par la végétalité, ce qui tombe bien plutôt ici à Chaumont. Ainsi, vous prenez le Seigneur des Anneaux, et donc à l'intérieur, vous rencontrez des personnages qui s'appellent les Ents, qui sont à mi-chemin entre être humain et arbre. Tolkien, c'est pas innocent, parce que si je le cite, dans une lettre envoyée à son éditeur en 1955, « Je suis évidemment amoureux des plantes et par-dessus tout des arbres. » Vous prenez le Hobbit et le Seigneur des Anneaux, on a 64 espèces de plantes sauvages différentes, sans compter celles qui ont été inventées. Et en fait, de l'œuvre même de Tolkien, son œuvre est une célébration aux choses qui poussent, un hymne aux vivants, une déclaration d'amour aux plantes, aux arbres et aux fleurs. Et en fait, on raconte même que Tolkien a pleuré un jour quand on a abattu un arbre à côté de chez lui. Puisque j'en suis à parler de contes de la catégorie blockbuster, on peut aussi citer Harry Potter, qui se sort souvent de mauvais pas grâce à quelques plantes. Plus classique, de l'autre côté du miroir,
dans le chapitre 2, Alice se perd dans un jardin et se met à parler aux fleurs. Et bizarrement, les fleurs lui répondent. Donc là, on a à nouveau une frontière humanité-végétalité qui est complètement abattue. En fait, dans ce même jardin, Alice croise aussi la Reine Rouge. Et donc ça, c'est juste parce que c'est une star de la théorie de l'évolution. Mais ça, c'est une autre histoire. Et une autre frontière qui disparaît dans les contes, c'est carrément celle qu'il y a entre la vie et la mort. Or, le jardin, c'est typiquement le lieu de l'immortalité, de par le cycle des matières organiques où une plante croît, meurt, et en fait, la matière qui est tombée va être recyclée pour de nouvelles plantes. Immortalité, on la trouve dans un autre conte qui est l'épopée de Gilgamesh, où le héros, en quête, entre autres d'immortalité, va traverser beaucoup de jardins. Et en fait, à la toute fin, quand il va être de retour chez lui, il va inventer les jardins de sa ville, à savoir Uruk. Là, je parle de temps, d'intemporel, d'éternité. En fait, le mot persan, désignant un jardin, c'est le mot paradis, en fait. Donc, paradis, s'il y a bien un lieu où l'immortalité a sa place, c'est là. Et souvenez-vous aussi de l'Odyssée, un conte parmi les contes, où dans le jardin des Phéaciens, tous les temps sont superposés. On trouve des plantes où les fruits sont à peine mûrs, très mûrs. Voilà, les temps sont superposés et donc finalement arrêtés. Et donc s'embarquer avec des contes, c'est vraiment s'embarquer pour l'immortalité, mais c'est pas forcément non plus abandonner le réel, car les contes s'ancrent bien dans notre réalité. Et comme par les temps qui courent, cette réalité, elle est un peu malmenée à bien des égards, on a finalement un besoin urgent de fiction, de nouveaux récits, de nouveaux contes. Et à ce propos, l'anthropologue Natacha Martin et le philosophe Baptiste Morisot, qu'on cite régulièrement ici sans l'avoir jamais vu, ça viendra un jour, ensemble, ils ont défini ce qu'ils appellent le temps du mythe, à savoir... Natacha Martin elle a beaucoup étudié les peuples du Nord, que ce soit les Ewen, les Gwich'in. Et en fait, ils sont complètement perturbés parce que les liens qui les unissaient aux vivants sont bousculés par le réchauffement climatique, par exemple. Donc ça peut être d'une part les changements de migration des rennes, ça peut être aussi même des êtres de la métamorphose, de nouveaux hybrides qu'ils n'avaient jamais vus. Comme des pislis, des croisements entre grizzly et ours polaire, ou bien des cow-wolf, qui sont un croisement entre coyote et loup. Et comme leur lien avec le vivant a été inscrit dans leur conte, ils sont un peu tenus de revoir un petit peu leur récit, leur mythe. Et donc c'est ce qu'on appelle le temps du mythe. Et en fait, plus généralement, je pense qu'on peut en dire qu'il en va de même pour nous, sur notre planète qui est un tantinet bousculé à plein d'égards. Et en fait, nous devrions tous nous atteler à redéfinir des liens, plein d'égards aux vivants non humains, ceux avec qui finalement nous habitons dans un jardin, mais un jardin planétaire, au sens de Gilles Clément. Et ce conte, c'est à nous de l'écrire, parce que c'est celui dont nous sommes le héros finalement. Et en fait, c'est à nous de faire tout ce qu'il faut pour qu'il se termine bien. En fait, il en va de notre survie. Et pour discuter de tout ça, finalement, pour écrire ces contes, pour réfléchir à ces contes, on a 4 co-auteurs pendant ces 2 jours. Et donc, je vais vous les présenter très brièvement, et en fait, on les présentera plus précisément à chaque fois. Donc, Aurélia Gaillard, professeure émérite de littérature française à l'Université de Bordeaux. Jean-Pierre Le Dantec, mathématicien, écrivain, architecte. Jean-Sébastien Steyer, paléontologue, rattaché au Muséum national d'histoire naturelle. Et Samuel Tassinage, artiste. Et donc, on va commencer par la première intervention, Aurélia Gaillard, qui va nous parler des jardins à l'autre dans les contes classiques français. Voilà, je vous remercie. Et je vais tout de suite partir d'un paradoxe et en fait rebondir sur ce qui vient d'être dit, notamment sur le Chaboté, où je ne vois pas du tout où il y a un jardin dans le Chaboté. Je vais donc partir de ce paradoxe, du fait qu'il n'y a pas de jardin chez Perrault. Donc je pense que c'est les contes français classiques, c'est-à-dire 17e, 18e siècle, on va dire. Je pense que dans les conteurs français classiques, vous connaissez essentiellement Perrault, Charles Perrault.
Et effectivement, parmi les lieux de la féerie chez Perrault, on trouve des palais, des châteaux, des chaumières, des huttes, des cabanes, des bois, une fontaine, j'en reparlerai, des chaumières, mais pas de jardin. Ou très très peu, et des grottes, oui, où loge la fée marraine de Podane. Dans La Belle au bois dormant, si vous vous rappelez, il est fait mention du parc qui entoure le domaine et qui d'un coup croît avec des ronces et qui empêche justement, enfin qui s'écarte quand le prince va réveiller la Belle, mais on n'a aucune évocation d'un jardin quelconque, juste ces ronces qui mènent au palais. La seule vague allusion à un jardin qu'on ait chez Perrault, c'est le jardin qui entoure la belle demeure où vit Cendrillon. Et juste le mot est prononcé, puisque c'est l'endroit où elle va chercher les lézards qui vont se transformer en laquais pour le carrosse. Je dis paradoxe parce que Charles Perrault, le frère de Claude donc, est évidemment un éminent personnage de la cour de Louis XIV. C'est l'équivalent un peu de notre ministre actuel de la Couture. Donc son titre exact, c'est contrôleur général des bâtiments, arts et manufactures du roi. C'est le bras droit du ministre Colbert de Louis XIV dans les années 1660-1680. Colbert qui est en pleine ascension à ce moment-là. Et il a notamment en charge l'énorme chantier de Versailles. Et dans l'énorme chantier de Versailles, le plus important, ce n'est pas le château, c'est le parc et les jardins, qui nécessitent beaucoup plus d'argent et beaucoup plus de temps que la rénovation du château. Les jardins de Versailles sont un élément absolument essentiel de la conception générale de Versailles, sur laquelle je vais pas du tout venir parce que ça nous amènerait très loin, mais en tous les cas, c'est un élément de la politique louis XIVienne, c'est-à-dire que les jardins sont conçus comme une sorte de cosmogonie avec le palais. Et par ailleurs, les jardins sont un instrument politique. C'est dans les jardins qu'on fait des fêtes qui durent plusieurs jours, qu'on commence à diffuser les feux d'artifice. C'est des lieux de fête. Et dans la littérature de l'époque, dans le discours, quand je dis la littérature au sens large du terme, le discours, les relations de fête officielles, etc., il y a un entrelacement complet entre la féerie, le terme est utilisé, et la fête louis XIVienne. Elles sont conçues sur le modèle de la féerie, pour émerveiller, et évidemment c'est un instrument de propagande politique. Donc on peut s'étonner quand même de ce hiatus entre sa pratique des contes. Les contes de Perrault, c'est à l'extrême fin du XVIIe siècle, 1697 pour l'édition des contes en prose, et c'est au moment où il est quand même sur le déclin. En tous les cas, il ne fait plus partie de l'équipe politique. Au moment où écrit Perrault, il y a néanmoins ce qu'on appelle la mode des contes de fées, qui correspond à ce qu'on appelle en littérature la fondation du genre littéraire français, en l'occurrence, mais assez largement européen, du conte de fées, qui se fait vraiment dans les années 1695-1700. Il y a vraiment, je dis souvent Perrault, c'est l'arbre qui cache la forêt, c'est-à-dire qu'on a retenu Perrault, mais il y en a des dizaines et des dizaines, et il y a des centaines de contes publiés, et parmi tous ces conteurs et surtout des conteuses, presque tous les contes ont d'innombrables jardins et de descriptions de jardins. Donc il y a vraiment une sorte de hiatus, si vous voulez, entre la pratique générale des contes et conteuses, des conteurs et conteuses, et de Perrault. Alors ça s'explique sans doute pour une raison assez simple, qui est que la pratique du conte qu'a Charles Perrault est une pratique que nous, on dirait peut-être un peu d'avant-garde, si on veut, mais en tous les cas, qui est une pratique qui essaye de coller à ce que nous, on appelle le folklore maintenant, c'est-à-dire au conte oral, au conte populaire, des veillées, transmis, etc., alors que la pratique des conteurs et conteuses de la même époque est plutôt du côté mondain, du conte
inventés, mais ceux de Perrault aussi, enfin on pourra avoir cette discussion-là après, mais en tous les cas, la poétique n'est pas du tout la même dans l'ensemble. Perrault fait croire qu'il s'adresse à un public enfantin avec un style volontiers prosaïque, oral, etc., ce qui n'est pas le cas des autres conteurs et conteuses, ou assez peu en tous les cas. Sans doute que le fait qu'il n'y ait pas de jardin, dont le modèle est quand même le jardin mondain, de loisirs, noble, voire curial à l'époque, est lié à ce fait-là, c'est-à-dire que Perrault va utiliser dans le conte ce qui est l'opposition manichéenne qui fonde tout conte, les bons et les mauvais, les bons et les méchants, donc les espaces extrêmement structurés entre le bois mauvais, inquiétant d'un côté, le palais bénéfique, etc. de l'autre. Donc il va structurer les espaces uniquement dans une dimension symbolique. Un exemple pour vous montrer comment en général on trouve les jardins dans les contes de l'époque. C'est un exemple qui a été mentionné aussi dans l'introduction. Un bon exemple, c'est La Belle et la Bête. Alors, La Belle et la Bête, il en existe pas mal de versions, puisque ça fait partie de ce qu'on appelle les contes types. Ensuite, bon, j'en dirai 2-3 mots, éventuellement, d'un conte oral, si vous voulez. La version en général que tout le monde connaît, c'est celle de Le Prince de Beaumont, qui n'est pas celle qui m'intéresse, parce qu'elle est très brève et réduite à peu près, justement, sans jardin. Mais par contre, il y a une autre version qui date de 1742, qui est de Madame de Villeneuve, qui, elle, comprend beaucoup de jardins. Celle de Le Prince de Beaumont, c'est celle qui sert en général à toute la filmographie très nourrie qu'on a au XXe siècle. Cocteau avait les deux. Dans la version de Cocteau, ce qu'on voit d'ailleurs, le début du texte qui est affiché au début, c'est le texte de Madame de Villeneuve, même s'il s'est servi essentiellement de Madame le Prince de Beaumont. Alors, dans la version de La Belle et la Bête de Madame de Villeneuve, on a un décor qui est clairement un décor de modèle des jardins de Lenôtre et versaillais. Là aussi, c'est pas du tout, si vous avez en image un certain nombre de films, je pense par exemple au film de Gans avec Léa Seydoux, où là, si vous visualisez le château et les jardins, on est plutôt sur un modèle médiéval ou néo-gothique, et pas du tout versaillais. Alors, dans l'histoire donc, de Madame de Villeneuve, peut-être je vous rappelle en 2 mots l'histoire de La Belle et la Bête, notamment pour situer le jardin. La Belle et la Bête, c'est donc l'histoire d'un marchand ruiné qui essaye d'aller retrouver de l'argent avec un navire qui est censé lui rapporter le fruit de son négoce. Bon, le navire est ruiné aussi, donc il rentre. Quand il rentre, il s'égare, on est en tempête de neige, et donc il arrive de nuit dans un château qui est préservé de la neige. Il y a un jardin intact qui n'est pas du tout enneigé. Il s'assoupit dans le château, un château inhabité apparemment, avec d'immenses richesses. Il se nourrit, il mange, il puise dans les immenses richesses qu'il pense lui être destinées, puisqu'il n'y a pas d'habitants. Et puis au moment de partir, il se rappelle que sa fille, il a 3 filles, que l'une de ses filles lui avait dit, chacune voulait d'énormes richesses, mais sa fille cadette, évidemment la cadette la meilleure, la belle, la gentille, lui dit « moi je veux juste une rose ». Et donc, au moment de partir, il attrape une rose dans le jardin intact, protégé de la neige, et il va s'en aller. À ce moment-là surgit le monstre, donc la bête, qui est très fâché de la rose et pas du tout des richesses. Et donc, il lui dit en échange, je te laisse la vie sauve si tu me ramènes une de tes filles. Voilà, donc je vous passe tous les épisodes. Évidemment, la cadette accepte d'aller à la place de son père pour le prix de la rose. Donc, à ce moment-là, elle loge dans le château.
le monstre apparaît le soir et essaye de devenir son époux. C'est dans la version de Madame de Villeneuve, c'est assez drôle parce que chaque fois qu'il vient, il lui dit « Voulez-vous coucher avec moi ?» en ces termes-là. Donc, bon, bref, vous vous rappelez sans doute. Et donc, chez Madame de Villeneuve, c'est ça qui est intéressant, c'est une intrigue qui est dédoublée entre un récit onirique, c'est-à-dire quand elle s'endort, elle voit surgir un bel inconnu et elle tombe amoureuse de ce bel inconnu et il se promène dans le jardin du palais. Et ce jardin, on a pas mal de descriptions. Le bel inconnu, bien sûr, c'est l'autre version du monstre qui lui apparaît sous son visage démétamorphosé. Et donc, après, quand elle accepte de se marier avec le monstre, évidemment, le monstre se démétamorphose et devient le bel inconnu qu'elle voyait dans ses rêves. Bref, pour en revenir à nos jardins. On a donc un certain nombre de descriptions de ces promenades et essentiellement dans des allées, donc il y a plein d'allées. Il y a l'allée où il y avait la rose, une allée garnie de palissades formées par des berceaux de rosiers fleuris. On a aussi des allées d'orangers et surtout, on a vraiment une visualisation possible du jardin à la Lenôtre, à la Versailles, puisque tout se passe le long d'un grand canal. Donc on a la construction avec un grand canal, on a des symétries, des bosquets, des bassins. Et donc la pièce maîtresse, c'est le grand canal qui est bordé d'orangers et de myrtes. Je vous donne un petit passage. Pendant son sommeil, elle rêva qu'elle était au bord d'un canal à perte de vue, dont les deux côtés étaient ornés de 2 rangs d'orangers et de myrtes fleuries d'une hauteur prodigieuse. Un jardin qui est aussi, à la manière des jardins des grandes demeures de l'époque, ornés d'une multitude de statues, qui là, justement, vont jouer de la porosité et de l'absence de frontières des contes, puisque les statues sont évidemment des humains métamorphosés qui vont s'animer à la fin. Alors, c'est intéressant parce qu'on va avoir un certain nombre, je vous lis, elle descendit dans les jardins, le beau temps l'invitait à la promenade, ses yeux furent enchantés, il n'avait jamais rien vu de si beau dans la nature, les bosquets étaient ornés de statues admirables et de jets d'eau sans nombre, je reviendrai sur les jets d'eau, qui rafraîchissaient l'air et dont l'extrême hauteur les faisait presque perdre de vue. Donc on a ces deux images, si vous voulez, ces deux types de jardins très développés d'ambiance, si vous voulez, entre d'un côté les conteurs et conteuses dont Madame de Villeneuve est un représentant, et de l'autre côté Perrault. Alors je vous ai mis une petite image d'Épinal, donc ça c'est, vous connaissez les images d'Épinal, donc de l'imprimerie Pellerin du milieu 19e siècle, donc un siècle après, un bon siècle après, et c'est intéressant parce qu'on a à la fois La Belle et la Bête et le Chaboté, et vous voyez assez bien la différence. Donc ça commence là, le Chaboté. Vous voyez la représentation des jardins, effectivement classique dans La Belle et la Bête et l'espace du jardin. Et de l'autre côté, vous voyez bien qu'on est vraiment dans des espaces qui sont rustiques, masures, champs, etc., mais pas de jardin. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que chez Villeneuve, on va avoir les deux fonctions principales du jardin. La fonction, on va dire, esthétique, décorative, sensuelle, du jardin à la Lenôtre. Et on a également une fonction symbolique, puisque, je vous ai dit, tout se passe autour de ce canal. Le canal va départager en quelque sorte les deux mondes diurne, nocturne, du rêve et réel. Le canal, c'est aussi, bien sûr, une surface miroitante, et c'est auprès du canal qu'on va avoir la métamorphose donc, du monstre en prince, et donc le canal a également une fonction symbolique. Le jardin, en général, dans les contes, en tous les cas classiques, ont ces deux fonctions, une fonction symbolique qui fonctionne dans l'intrigue et une fonction esthétique. Chez Perrault, en fait, on n'a pas de jardin pratiquement parce qu'il n'y a pas de fonction esthétique. Je ne dis pas que les contes de Perrault ne sont pas beaux, ne sont pas esthétiques, mais il n'y a pas cette valorisation de l'élément accessoire d'une certaine façon. Chez Perrault, les contes sont très réduits et on va droit à la symbolique, à la signification, etc. Ce qui se passe donc à
à la bascule du XVIIe et XVIIIe siècle, c'est qu'on passe dans une société qui devient une société, évidemment, je parle pour l'élite mondaine curiale, même s'il va y avoir une sorte de démocratisation au fil du XVIIIe siècle, on passe dans une société du confort, de la sensualité, du loisir, une société de mondialisation des échanges, notamment avec le commerce colonial, qui va apporter beaucoup de denrées, de couleurs, etc. Et cette société se transforme et valorise justement ce qui va être les lieux de loisirs et on a des contes qui sont à l'image, d'une certaine façon, de cette société et vont accueillir les éléments de plaisir de cette société. Chez Perrault, le choix qu'il a fait, il fait partie de cette société, mais le choix qu'il a fait, ce n'est pas ce choix-là. Je vous donne un dernier exemple chez Perrault, qui est celui de la fontaine. Je vous ai dit, il y a quand même une fontaine chez Perrault. Alors, je ne sais pas si c'est le... Vous connaissez l'histoire, mais sans doute pas forcément chez Perrault. C'est le conte qui s'appelle Les Fées. Alors, Les Fées, l'histoire, vous allez tout de suite ça fait une page. Les Fées, c'est l'histoire, là aussi, d'un couple de sœurs, la cadette et l'aînée. L'aînée est méchante, la cadette est gentille. Et donc, la cadette est un peu comme Cendrillon. Elle a en charge d'aller chercher de l'eau. Et donc, près d'une fontaine. Et à la fontaine, elle va rencontrer une fée qui est déguisée en vieille femme. Et comme elle est très bonne, la vieille femme lui demande de l'eau puisqu'elle n'arrive pas à puiser de l'eau. Elle lui donne de l'eau et sa récompense, c'est de cracher des diamants, des roses et des perles. Je pense que c'est ça que vous devez connaître. Et puis, évidemment, son aînée jalouse dit qu'elle aussi, elle veut aller aller à la fontaine. Là, évidemment, comme elle est méchante, elle ne veut pas donner de l'eau à la vieille femme. Et donc, là, elle est punie, et elle crache des serpents et des crapauds. Voilà. Donc, au centre de ce récit, il y a une fontaine. Une fontaine, c'est vraiment un élément important d'un jardin et c'est un élément important de la mythologie depuis l'Antiquité et des mythes souvent, des mythologies, pas seulement la mythologie qui va donner la mythologie européenne, parce que c'est un lieu de communication entre le monde terrestre et chthonien et puis aussi avec le surnaturel. Donc c'est vraiment le lieu où apparaissent les fées, où apparaissent les éléments surnaturels. Or, chez Perrault, précisément, la fontaine, dont vous voyez une illustration, ça c'est l'illustration à la gouache du manuscrit qui date de 1695 de Perrault, qui donne ensuite les histoires et contes du temps passé. La première version qu'on a, c'est une version manuscrite. C'est un manuscrit très précieux qui se trouve aux États-Unis. Et donc là, on a la vignette qui ici est donc peinte à la gouache. Et vous voyez la fontaine en question, qui est bien au milieu d'une forêt, qui n'a rien d'une fontaine. Il faut savoir que fonce, ça veut dire source, en fait, y compris encore au XVIIe siècle. Donc, en fait, c'est simplement une source, une sorte de puits où on va puiser de l'eau. Alors, bon, comme vous voyez, la vieille femme n'est pas très vieille sur la photo. Elle est directement plutôt en fée, mais bon. Et dans le conte, il est dit qu'effectivement, elles vont chercher de l'eau à la fontaine à une demi-lieue, c'est-à-dire en gros à 2 kilomètres. Donc on n'est pas du tout dans un espace de jardin. Donc cette fontaine-là, en fait, n'est pas dans un jardin. Alors, ça me permet, cette un peu longue mise en bouche, me permet de vous donner un peu la perspective avec laquelle donc, je vais aborder ce corpus de contes assez peu connus des XVIIe et XVIIIe siècles. Le jardin devient, pour moi à ce moment-là, un lieu de jouissance et justement pas seulement un symbole, un lieu qui devient un lieu créatif, inventif et également un lieu polysensoriel, ce qui va être très décisif dans les contes dont je vais parler et qui accompagne ce basculement en quelque sorte plus général de la société du XVIIIe, donc dans ce monde, je vous ai dit, plus sensuel, plus confortable, etc. Ça va marquer aussi l'intérêt du siècle qui arrive, XVIIIe,
pour la botanique, c'est un grand siècle de botanique, c'est le siècle des classifications, Linné par exemple, mais c'est aussi, et ça va se traduire dans les contes, il y a un genre qui est très prisé, ce qu'on appelle l'art de la miniature, c'est-à-dire c'est cette manière de loisir, les femmes notamment, en loisir apprennent à peindre, et on peint donc des fleurs essentiellement, et donc on a des tas de recueils pour expliquer comment peindre ces fleurs, et vraiment va se développer au fil du siècle une précision dans ces dessins et un goût pour ces miniatures qui sont en échange constant avec l'intérêt pour la botanique. Dans les contes, on va nommer par exemple des espèces, ce qui sort de la symbolique. Dans la symbolique, on a la rose, qui est très massive, mais vous allez voir, on va nommer pas mal de choses. Et juste, vous allez avoir peu d'images de contes parce qu'ils ne sont pas illustrés. Donc du coup, je vous ai mis 2-3 petites images avant. Ça, c'est pour vous donner une idée de ce goût pour les plantes et pour les albums. C'est ce qu'on appelle, c'est ce qui correspond au premier album de coloriage. C'est-à-dire au moment où on passe de l'art de la miniature. L'art de la miniature, on a des recueils où on nous dit même chez quel marchand il faut aller chercher les pigments, à quel prix, etc. Et on a des descriptions. On n'a pas d'image. Là, vous avez vraiment inversé, vous avez un catalogue d'images avec des instructions qui sont jointes. Ça s'appelle The Florist, ça date de 1770 et c'est en Angleterre. C'est le premier livre de coloriage qui existe. Là, vous avez à gauche une planche qu'on a retrouvée, donc issue de ce coloriage. À droite, c'est pas de la même chose, c'est une impression couleur. C'est également le moment où est inventée la trichromie et quadrichromie, et ça va notamment donner pas mal d'ouvrages en couleur. Bien, donc ceci pour en arriver donc à mon propos principal, que j'ai organisé de façon un peu classique en 3 temps, mais pas du tout dissertatoire. C'est tombé comme ça. Donc un premier moment sur compter au jardin, qui fera écho à vos conversations sous l'arbre. Un deuxième moment sur les jardins dans les contes comme du point de vue de la créativité, de l'inventivité. Et un troisième temps sur les jardins dans les contes du point de vue de la polysensorialité. Les jardins comme expérience sensorielle et polysensorielle. Alors, le jardin pour le conte, c'est déjà un cadre dans lequel on compte. On compte au jardin assez souvent. Non seulement donc un lieu dans le conte, mais un lieu où l'on compte. Et le comptage, pour un conte, est tout à fait décisif. C'est l'activité décisive, c'est ce qui définit le conte. C'est le fait que ce soit une parole, un récit adressé à quelqu'un avec un conteur. Ce qui caractérise la plupart des contes, en effet, de l'époque qui m'intéresse, c'est la structure en recueil et en général avec un récit cadre qui va donc permettre de donner les différents contes. Et on a donc en général un conteur ou une conteuse, souvent une conteuse, qui va se placer dans un jardin avec une compagnie choisie et qui va commencer, alors soit à lire, soit à dire, soit il y a des échanges de paroles, il y a plusieurs stratégies possibles, mais en tous les cas, qui va conter à la campagne. Alors là aussi, je vous ai mis quand même une petite image pour montrer le déplacement de l'intérieur du conte, on va dire, plus nettement symbolique et classique. Alors, à gauche, c'est le frontispice de la première édition des histoires et contes des temps passés de Perrault, qui date de 1697, mais qui reprend le frontispice, donc des contes de Mamerlois, qui est le recueil manuscrit que je vous ai montré tout à l'heure, qui est en couleur. Et donc là, on a une reprise, donc il en existe, je crois que j'ai mis juste après. Voilà, ça c'est
le manuscrit que vous avez donc en couleur. Le manuscrit s'appelle Contes de ma mère Loi, il n'y a que 5 contes. Donc on a ce frontispice-là qui correspond à ce que je vous ai dit sur l'ambiance et le caractère oral du conte. Donc le conte à la veillée, tout ça évidemment totalement inventé. Ce n'est pas du tout les conditions du contage des contes de Perrault. Mais donc à la veillée, avec des enfants d'une famille quand même bourgeoise, mais la vieille dame, la nuit, etc. À droite, vous avez, c'est toujours dans la même imagerie pèlerin d'Épinal. Donc ça, c'est beaucoup plus tard, mais ça donne une idée du déplacement. Donc là, vous êtes avec la gouvernante et toujours avec un panel choisi. Donc là, il n'y a que des enfants. Là, il y avait quand même le père, un jeune adulte. Et vous avez cette ambiance reconstruite d'une sorte de campagne idyllique avec un conte au jardin, proche de la maison, évidemment. Donc la gouvernante qui lit. Vous êtes passé aussi de l'oralité à la lecture en couleur. Et donc au jardin, d'une certaine façon. Donc on est quand même dans une évolution, dans tous les cas, un déplacement du conte vers un contage au jardin qui traduit une sorte de civilité du conte. Alors, je pense que vous avez en tête un certain nombre d'autres récits insérés avec un cadre de conte, les deux plus connus. Donc c'est pour vous dire que c'est évidemment pas nouveau le contage au jardin dans les contes des XVIIe, XVIIIe siècle. Les deux exemples, je pense, il y en a au moins que vous connaissez, c'est le Décameron de Boccace, donc au milieu du XIVe siècle, donc vous avez 10 journées, et là aussi, on a un récit cadre avec un contage. Alors, ce n'est pas des contes, c'est des histoires, mais enfin, en tous les cas, c'est la même idée, et on a au moins une journée qui se passe à la campagne. C'est une campagne, c'est pas un jardin, ni même un parc, mais enfin bon, c'est quand même à la campagne. On a aussi les narrateurs de l'Heptaméron de Marguerite de Navarre. Donc Hepta, cette journée, où on a aussi un comptage de contes dans ce cadre. Là, ils sont enfermés dans une abbaye, donc on est clairement pas à la campagne, en attendant que l'orage passe. Et on a un autre récit assez connu de même type de cadre, qui là est un ancêtre, excusez-moi de l'expression, ça ne veut rien dire, mais en tous les cas, un des recueils fondateurs aussi du genre littéraire, qui est italien, qui est le Straparole, les facétieuses nuits de Straparole, milieu XVIe, et vous avez là aussi un enfermement pour compter là des contes de fées. Enfin, il n'y a pas que des contes de fées, mais il y a aussi des contes de fées. Et ils sont réunis à Murano. Alors, la grande différence, même si on a ce cadre un peu traditionnel, on va dire, c'est que dans les 3 cas dont je viens de vous parler, c'est un élément dramatique qui légitime l'enfermement du contage et le temps du contage. Alors, pour le Boccace, c'est la peste. Donc, pour qu'est-ce que je vous ai donné, l'Heptaméron, c'est un débordement du gave de Pau. Et pour les facétieuses nuits, c'est des troubles politiques qui sont enfermés. Dans le contage au jardin des contes de féerie du XVIIe, XVIIIe siècle, c'est uniquement par plaisir que l'on va se mettre au jardin dans une petite société choisie, et uniquement pour le plaisir d'être à l'ombre, d'être sous des arbres et de se reposer en jouissant du double plaisir de conter et du jardin. Le modèle, en fait, qui est le plus proche, c'est le récit de La Fontaine qui s'intitule « Les amours de Psyché et Cupidon ». Je ne sais pas si vous voyez un peu. Donc le La Fontaine que vous connaissez, des fables, c'est un de ses premiers textes qui date de 1669. Et c'est intéressant parce que l'histoire de Psyché, en fait, c'est la même histoire que celle de La Belle et la Bête.
Donc, alors on dit souvent, il y a le versant mythique, qui est l'histoire de Psyché, et le versant conte, qui est l'histoire de La Belle et la Bête. Les deux relèvent, alors je vais vous faire une petite parenthèse, de ce qu'on appelle le même conte type, très exactement le 425C. Alors, les contes types... c'est pour ça que la question du conte oral populaire et du conte littéraire est une question très complexe, parce qu'en fait, les contes types, c'est donc ce qu'on appellerait les contes oraux. Ce qu'on appelle type, c'est-à-dire qu'il y a une intrigue minimale. Donc là, ça s'appelle la quête de l'époux disparu, qui est donc la même histoire minimale dans Psyché et dans La Belle et la Bête. Le classement en conte type, c'est évidemment un classement contemporain, enfin à la fin du 19e, début 20e siècle, jusque dans les années 1980, on a encore, donc il y a Steve Thompson jusqu'à Hutt, donc il y a des Américains pour commencer, donc une grosse équipe qui travaille et qui classe les contes qui sont parvenus, les contes populaire, suite aux collectes de tout le 19e siècle. Grimm prétend avoir fait des collectes, c'est un des premiers qui commence, mais il y a d'énormes collectes populaires, effectivement, où on va dans les régions, après ça se fait avec, ça se fait avec un magnétophone, etc. Et donc, à partir de ces collectes, on établit des typologies et on réunit les contes en groupe à partir d'une même histoire. Donc, on considère que le conte type, c'est cette intrigue minimale, et à partir de là, on détermine ce qu'on appelle des versions, donc des réalisations de ces contes, que ce soit orales ou écrits, et des variantes à partir de cette histoire minimale. Est-ce que l'aide est une fée, un animal, une bague magique, enfin, etc. Donc, ce qu'il y a, c'est que c'est une reconstruction. C'est-à-dire que nous, on voit souvent, on se dit, les conteurs, Perrault, par exemple, ils se rattachent à tel conte type. Mais on ne sait pas grand-chose de ce qui est parvenu en contage oral à Perrault. Souvent, c'est plutôt des sources littéraires, Straparole, Basile, etc. Et évidemment, c'est une manière rétrospective de voir les choses, puisque ça n'a été déterminé en conte type qu'au XXe siècle, pour dire les choses. Bref, donc en tous les cas, les deux se rattachent au même type d'histoire que maintenant on considère comme étant la même, mais qui évidemment n'a ni le même enjeu, etc. Psyché en deux mots, donc pour ce qui va nous concerner, donc le départ est évidemment pas le même que La Belle et la Bête, la situation initiale n'est pas la même. Il s'agit de la belle Psyché qui est tellement belle que Vénus en est jalouse, et donc Vénus demande à son fils Cupidon ou le dieu amour de la blesser pour qu'elle soit amoureuse. Il s'entremêle et il se blesse lui-même avec la flèche, et donc c'est lui qui devient amoureux de Psyché. Psyché n'arrivait pas à se marier parce qu'elle est trop belle et tous les hommes sont absolument terrifiés, ils sont en admiration, mais ses sœurs qui sont beaucoup moins belles arrivent à se marier, mais pas elle. Et donc son père essaye, suite à un oracle, de la mettre en haut d'un rocher parce qu'on lui dit qu'il va lui arriver ensuite de réussir à se marier. Zéphyr l'enlève, donc elle arrive comme ça au palais de Cupidon, qui va la voir amour, au Cupidon, qui va la voir la nuit, mais l'interdit, c'est donc de le voir. Elle ne voit pas quel est son amant la nuit, et donc c'est là que vous voyez le lien avec le monstre et la bête. Et donc vous avez cette fameuse scène que vous voyez, parce qu'il y a X tableaux qui sont faits avec la petite lampe. Évidemment, ses sœurs lui disent d'aller voir, et donc elle regarde Cupidon endormi une nuit avec la lampe. Elle fait tomber une goutte d'huile sur Cupidon qui se réveille, et à partir de ce moment-là, on a une suite d'épreuves terribles. Elle va aux enfers, etc., puisqu'il s'enfuit. Il ne devait pas la voir. Et donc à la fin, il arrive à convaincre. Elle ne réussit pas du tout. Les épreuves, c'est assez navrant d'une certaine façon. Elle est très curieuse, donc elle ouvre la boîte de Perséphone. Et donc c'est juste Amour qui arrive à intercéder pour qu'elle soit sauvée et qu'elle devienne sa femme. Dans l'histoire de La Fontaine, on
on va raconter une version de Psyché écrite par il y a 4 amis qui vont se promener dans les jardins de Versailles. Et ils y vont parce que Versailles en est on est en 1669, donc le parc n'est pas du tout... on est vraiment aux prémices. Par exemple, la sculpture, etc., c'est dans les années 70. Et donc, ils vont voir les merveilles de Versailles et ils vont se mettre dans une des grottes de Versailles, dans le parc au frais, qui est alors la grotte de Psyché, qui n'existe plus, mais qui est une grotte rococo, rocaille, etc. Et donc on a ce cadre-là dans lequel on va lire l'histoire de Psyché et les deux histoires vont s'entremêler assez nettement, avec chez La Fontaine en plus des jeux entre la prose et la poésie et des maîtres mélangés. D'ailleurs, on a un clin d'œil, l'un des héros s'appelle Polyphile, comme dans le songe de Polyphile de Colonna, qui se passe aussi dans un jardin. Bien, donc on a toute une série à ce moment-là de cadres et de descriptions de jardins, aussi bien à l'intérieur du conte de Psyché, du mythe, comme vous voulez l'appeler, et du récit de La Fontaine. Et en tous les cas, pour l'intérieur du conte de Psyché, on a des éléments qui vont nous intéresser pour préciser ensuite. Alors voilà, Psyché donc erre dans le château comme la bête autour, comme la belle autour du château de la bête. Elle parlait, étant seule, allait rêver au bord des fontaines, se plaindre aux rochers, consulter les antres sauvages. Après les arbres, elle s'adressait au ruisseau, etc. Et le texte nous dit qu'elle est tombée dans un mal que les médecins appellent glucomorie, c'est une sorte de langueur d'amour. Donc, ce qui est assez intéressant pour nous, c'est qu'on a dans ce récit une vraie porosité entre le jardin et la campagne. L'espace on est dans une sorte de parc étendu, dont on ne sait trop où on est. On a également un élément important, c'est-à-dire que le jardin est conçu comme un lieu mélancolique, un lieu amoureux, et un lieu d'où va surgir du surnaturel, avec aussi une sorte de dérèglement des sens. Elle est malade, elle n'expérimente pas le monde de la même manière. Pour les conteuses de notre période qui vont m'intéresser. La plus connue, je pense que celle-là, vous la connaissez de nom, c'est Madame d'Aunoy. Le conte le plus connu, je crois, c'est L'Oiseau bleu, mais enfin, bon, elle en a fait des dizaines et des dizaines. Donc, elle publie exactement en même temps que Perrault. Et ces contes se placent dans un jardin. Et le cadre, c'est cette fois-ci le parc de Saint-Cloud, qui est le parc qui appartient à celui qu'on appelle Monsieur, c'est-à-dire le frère du roi, Louis XIV, donc le duc d'Orléans. Et donc là, on a un récit de cette jeune dame qui se promène, qui va s'endormir. Non, elle ne s'endort pas d'ailleurs, pardon. Elle s'allonge dans le jardin et une nymphe vient lui parler. Donc là, on a vraiment un surgissement et un recouvrement entre l'imaginaire et le monde. Une nymphe va lui parler et va l'inspirer et elle va inventer des contes suite à cette inspiration de la nymphe. Et donc, les contes qui suivent sont rédigés sous l'inspiration de la nymphe dans ce jardin. Alors, je ne vous les énumère pas, mais on a des dizaines de contes qui ont ce type de cadre. Parfois, c'est plutôt dans la maison, à la campagne, mais c'est forcément toujours un peu en retrait. Je donne juste un exemple. Madame Gomez, normalement vous ne la connaissez pas, que ça s'appelle Les Journées amusantes, c'est 1722. La mise en place, c'est 6 personnes unies par l'esprit et par le cœur et possédant tout ce qui est nécessaire pour se passer du reste du monde, ennuyées du tumulte d'une des plus belles villes de l'Europe, c'est Paris, firent partie d'aller se renfermer pour quelque temps dans une maison champêtre et d'en relever la rusticité par la pureté de leur plaisir et les productions de leur esprit. Alors, c'est assez intéressant parce qu'il s'agit vraiment justement de choisir un lieu écarté. Alors, ça se passe dans la maison, mais aussi dans le jardin, suivant le temps, etc. Et ça déclenche aussi un jeu entre deux types
de récit, c'est-à-dire que la maison est une maison où il y a une grande bibliothèque, et ils vont aller sans arrêt puiser dans la grande bibliothèque, mais en même temps, ils sont dans un espace où peut surgir du surnaturel, et c'est des contes très bizarres, hein, où il y a aussi des feux follets, etc. C'est pas un conte de fées uniquement. Il faut savoir que le conte, donc au moment où il commence à devenir une sorte de genre littéraire à cette époque-là, est quelque chose, je dirais, un peu de révolutionnaire. C'est-à-dire que c'est anormal. C'est un acte de révolte contre le canon de la littérature française. C'est pris, il y a une sorte de légitimation nécessaire. On fait passer dans les contes, c'est pas du tout des bagatelles, comme disait Perrault, qui s'insurgeait contre ce qualificatif. C'est vraiment des textes extrêmement intéressants où on fait passer énormément de choses, notamment, maintenant c'est beaucoup redécouvert par les gender studies, parce qu'il y a beaucoup de conteuses qui écrivent et qui disent un certain nombre de choses assez dérangeantes et pas du tout bien vues dans la société de l'époque. Donc c'est des textes engagés, même du point de vue politique. Il y a beaucoup sous couvert évidemment de construire des royaumes idéaux ou méchants, etc. Il y a beaucoup d'attaques contre le pouvoir politique. Donc c'est un genre, vous voyez, qui est pratiqué dans l'érudition, mais à l'écart. Et ce lieu à l'écart du tumulte du monde et de la politique est un lieu justement de recul où on peut recréer un lien et une société, et bâtir une société nouvelle. Bon, j'insiste pas, j'en arrive donc à ma deuxième partie, le jardin dans les contes, et notamment donc les éléments un peu plus inventifs concernant les jardins. Alors, il y a des éléments récurrents dont vous avez déjà eu un petit panel. Les éléments récurrents, c'est nettement le modèle de Le Nôtre, c'est-à-dire les canaux, un grand canal en général, des fontaines jaillissantes. Alors là, on a par exemple La tyrannie des fées détruites de Madame d'Auneuil. Les jardins étaient remplis de canaux et de fontaines jaillissantes. Les orangers y formaient un ombrage qui mettait à couvert du soleil dans sa plus vive ardeur. Donc bon, ce sont des éléments, les haies de myrtes d'oranger, des parterres, de la symétrie, etc. Les jets d'eau, c'est néanmoins intéressant parce que c'est un élément qui est un élément là aussi à la fois merveilleux et en même temps de prouesse technique. C'est le moment où on commence à avoir, à développer beaucoup, suite au progrès de l'hydraulique, à développer beaucoup de machines, c'est l'époque de la machine de Marly, je pense, à développer beaucoup, en tous les cas, d'art des jets d'eau et des bassins. Et il y a notamment un ouvrage de Bélidor qui s'appelle Architecture hydraulique, qui date de 1737. Et c'est le moment où on va basculer dans la prouesse technique. Mais on est à un moment un peu hésitant où l'eau jaillissante, c'est encore quelque chose de merveilleux, de miraculeux, qui appartiennent aux fontaines intermittentes. Donc un imaginaire encore qui est ni tout à fait de la prouesse technique, ni tout à fait encore du mythe ancien de la fontaine jaillissante. Donc ça, c'est un élément important des contes. Donc, juste pour vous résumer visuellement les éléments un peu classiques de jardin, mais néanmoins très présent dans les contes qu'on va avoir. Là on a peu d'illustrations, je vous ai dit, donc je profite d'une illustration de conte qu'on a. Donc c'est le conte Acajou et Zirphile de Duclos, que normalement vous ne devez pas connaître. On a des illustrations parce qu'en fait il y a une sorte de pari d'un conte qui était un conte de Tessin, qui est un grand collectionneur suédois 18e siècle, qui a demandé à Boucher, François Boucher, le grand peintre rococo, premier peintre du roi ensuite, de Louis XV, et donc il lui a demandé de faire des gravures pour ce conte-là. Donc il a fait des gravures pour le conte de Phoniaille de Tessin,
qui n'a pas été publié. Et il y a une sorte de jeu, il y a une société qu'on appelle la Société du bout du bois, une sorte de société qui invente des contes, donc il y a des contes collectifs, etc. Et donc il y a eu un concours, et c'est Duclos qui a gagné le concours avec son conte Acajou et Zerfil, qui a donc été reprendre les illustrations de François Boucher pour l'autre conte, qui fait qu'on a des illustrations. Et donc là, dans ce conte-là, vous avez pas mal d'épisodes qui se passent dans le jardin. Donc vous avez des mains volantes à gauche. Et donc vous voyez, c'est typiquement une illustration de roman du XVIIIe siècle. C'est des illustrations de romans. Donc, vous voyez, vous avez exactement le cadre du jardin réaliste, si on veut, de l'époque. On a une continuité entre les êtres féeriques et la végétation, si vous voulez. Alors, on a énormément de noms, par exemple, de personnages, la fée champêtre, abricotine, orangée, citronnette, etc. Je vous donne juste un exemple de conte, de conteuse où c'est particulièrement probant. C'est une conteuse qui s'appelle Madeleine de Lubert, mademoiselle de Lubert, qui publie notamment un conte en 1737 qui s'appelle Texerion, qui est un conte qui oppose deux empires, un empire minéral et un empire végétal. L'empire minéral s'appelle l'empire des fleurs, la reine est la reine des fleurs, la princesse s'appelle Belsamine, qui est sans doute liée à balsamique, d'autant que c'est, si je ne m'abuse, une propriété thérapeutique du myrte, et le myrte, c'est la fée qui l'aide, la fée des myrtes. La cousine de cette fée, c'est la fée Renoncule, qui est une fée volage, qui va prendre pour nom le nom de Mira, donc la myrrhe, qui s'oppose justement du point de vue de l'homophonie avec myrte, la myrrhe, la résine brunâtre qui la tire du côté des mauvaises fées. Et elle va se prendre pour amant le prince Romarin. Bon, enfin, il y en a comme ça toute une série. Le monde minéral, c'est le royaume des topazes. À la frontière des deux mondes, vous avez le champ des anémones et un fleuve qui sépare les frontières. Et vous avez donc ces deux univers-là qui vont se réunir à la fin et qui s'opposent en fait au royaume du méchant, qui donne son nom au conte qui s'appelle Texerion. Et Texerion, c'est l'anagramme de sec et noir, qui traduit bien l'anti-végétal par excellence. Bien. Alors, il y a un autre exemple de la même conteuse, mais je vais passer, parce qu'il y a un conte vraiment intéressant, qui est un conte de Madame de Murat, qui s'appelle L'Heureuse Peine, qui propose plusieurs palais et plusieurs jardins. Notamment, c'est intéressant parce qu'on a les jardins sont situés et on a un passage entre la campagne, le bois, le parc, le jardin et le palais. Donc il y a une organisation circulaire très géométrique. On a l'un des palais, qui est celui de la fée lumineuse qui n'aime que le blanc. Et il est situé au centre de 9 replis de rivières. Et chaque pont est décrit et chaque pont est fait de fleurs différentes qui sont toutes blanches puisqu'elle aime que le blanc. Donc, je vous les passe, mais on a des œillets, des pavots, des anémones, des tubéreuses, des jasmins, etc. L'un des ponts est éphémère, c'est-à-dire que quand la fée ne veut pas avoir de monde chez elle, on ne peut pas passer le pont. Et quand elle veut qu'il y ait du monde, il y a des orangers qui couvre de fleurs d'oranger le ruisseau, et comme ça on peut passer sur le pont éphémère. On a aussi plusieurs contes qui mettent en scène aussi le processus même de créativité du jardin, c'est-à-dire la pousse des fleurs, et l'intrigue est liée en fait à cette création, à cette production. Alors c'est toujours de Madame de Murat qui a un imaginaire végétal très prononcé. Ça s'appelle Le Prince des Feuilles. Le Prince des Feuilles, donc l'intrigue repose uniquement sur une île jardin. L'île au début est totalement rocheuse. Le pouvoir qu'une fée donne à cette île, c'est de produire des plantes.
D'elle-même, elle peut produire des plantes. Par ailleurs, il y a un jeu sur les couleurs, parce que l'île est de la roche bleue. Et donc, on va avoir une rivalité entre deux princes. Et il y a le prince qui vit sur l'île rocheuse et le prince qui arrive depuis les flots dans des berceaux, qui va être le prince des feuilles, dans un berceau. Alors je vous donne la première apparition qui est quand même intéressante. Oui, il surgit dans un berceau formé de myrte et de laurier, d'où il sort. Donc le jeune homme n'était habillé que de quelques branches de myrte entrelacées avec une écharpe de rose de différentes couleurs. Voilà. Pour seule vêture. Bien. Et donc, ce qu'il y a d'assez intéressant, c'est qu'on a une opposition à ce moment-là aussi entre deux types de jardins. Le jardin classique, on va dire, là, le nôtre, qui est représenté par le prince de l'île Rocher, qui s'appelle Ariston, puisqu'il organise une petite fête pour la princesse qu'il aimerait bien épouser. Évidemment, elle va épouser le prince des feuilles. Et cette petite fête est une fête qu'on trouve à Saint-Cloud, enfin dans le monde curial, donc avec un bosquet de hyacinthe, une musique avec des musiciens invisibles, une collation sous un pavillon de gaze d'argent, relevé également avec des cordons de perles, des lustres, etc. Je vous ai juste mis une petite image pour vous donner alors c'est pas une illustration du conte, mais c'est une illustration d'une collation donnée à Chantilly en 1688. Bien. Et donc, on a ce petit jardin classique et cette collation dans un jardin classique organisé par ce prince. Et à ce moment-là, arrive le prince des feuilles sur son jardin maritime, si on veut, et il s'avance dans la mer. Alors, c'est le fils du printemps, etc. Et il propose une sorte de jardin plus... Alors, si on était plus en avant dans le XVIIIe siècle, on dirait un jardin anglais, vous voyez, un jardin anglo-chinois, on dira, etc. Mais en tous les cas, un jardin sauvage, il vient avec des arbres. Même à un moment, il est lui-même un arbre qui s'avance. Ses feuilles chassent les monstres, etc. Et il vient avec une nature sauvage, en tous les cas, qui va arriver dans l'île, qui va devenir évidemment une île jardin avec des plantes, etc. Dernier point sur le jardin, sur la polysensorialité. Alors, déjà, bien sûr, je vous apprends rien, dans les contes comme dans la vie réelle. Le jardin est polysensoriel dans la mesure où, évidemment, la fleur est à la fois de l'ordre de la vue, de l'odorat, mais dans les contes, elle est aussi vraiment, les jardins sont des lieux où vont se rassembler notamment des sensations chromatiques extrêmement fortes. C'est le lieu de l'explosion des couleurs et on a des jardins qui sont définis uniquement par leurs couleurs, notamment un conte qui s'appelle Vert et Bleu, des choses comme ça. Oui, on a un conte par exemple de Madame de la Force Vert et Bleu, où là aussi on va avoir en lutte deux types de pouvoir. Le pouvoir du vert, donc le prince s'appelle Vert, c'est le fils de Printemps, enfin bon. Il va peu à peu colorer l'univers dans lequel il arrive. Et vous avez en face une princesse qui s'appelle Bleu, qui a un pouvoir colorisateur, c'est-à-dire que quand elle regarde notamment les nuées, par exemple, se transforment en bleu. C'est pour ça que les nuées sont bleues. Ces contes-là, en général, sont des contes d'origine, des contes qu'on appelle étiologiques aussi. On raconte comment les choses se passaient à l'origine, de façon humoristique. Et donc, on a une lutte entre la princesse qui représente en fait le liquide, l'aérien, etc., et le prince qui est le prince végétal. Et l'union des deux produit en fait, je ne vais pas vous expliquer longuement, parce que mais enfin en tous les cas, ça produit le turquoise. Et on nous dit, il y a d'autres contes aussi où il y a une sorte d'éloge du bleu-vert, qui est la réunion de l'eau et du vert, et cette idée que le jardin
est un jardin qui est à la fois liquide et à la fois végétal et qui va faire naître une couleur nouvelle. Dans le Prince des feuilles dont je vous ai parlé avant, quand le prince arrive, le prince des feuilles, la princesse dit qu'elle n'a jamais vu cette couleur-là, que c'est une couleur nouvelle, et c'est le vert, et à la fin le rocher est aussi émietté dans l'eau, et le conte nous dit que c'est de là que naissent les turquoises, et que l'eau a à la fois le miroitement de la pierre et du vert du prince des feuilles. Hein, donc on a vraiment une exploration des couleurs, y compris du multicolore. On a un conte qui s'appelle Rosanie, du prince du conte de Caylus, que peut-être vous connaissez un peu plus, au milieu du XVIIIe siècle. Et au début du conte, on a un palais avec 12 allées qui dirigent, donc 12 allées dans le jardin. Hein, et on a la fée qui dépose 12 bébés au bout des 12 allées dans des petits paniers. Et à chaque fois, ils sont vêtus d'une couleur de fleurs, et on va nommer les 12 bambins avec les fleurs de différentes couleurs. Et on nous dit que les 12 couleurs constituent le plus singulier des parterres. Hein. Donc cette sensation chromatique, du point de vue de la sensorialité, il faut aussi penser que dans les jardins, dans les contes, comme dans les jardins au XVIIIe siècle, il y a également beaucoup d'animaux. Hein. Donc on a souvent des détails, alors domestiqués ou non domestiqués, dans les grands jardins comme Versailles, Chantilly. On a une ménagerie, on a des volières. Il est beaucoup fait allusion aux personnages et aux fées qui se transforment en papillons, en biches, ce que vous voulez. Ce sont des jardins qui sont peuplés, hein, et où on a à la fois donc l'ouïe, enfin les sons, les chants, mais aussi la parole, hein, parce que ce sont des animaux qui parlent très souvent, hein, et donc on a tout cet élément. Et c'est intéressant parce qu'on a aussi toute la dimension tactile, haptique, hein, qui est très présente par ces différents animaux qu'on caresse, dont on décrit le plumage, le poil, le dru, etc., par les végétaux, qui sont aussi souvent décrits dans piquant, par exemple. Évidemment, on a un certain nombre de roses, de ronces, etc. Hein. Le doux, le piquant, le dufteux, hein, on a pas mal d'éléments. Le soyeux. Hein, et donc, ça représente vraiment une expérience polysensorielle assez nette. Je conclus. Donc, on est dans un lieu, hein, dans le jardin, dans les contes, dans ces contes-là, en tous les cas, qui est un lieu qui favorise l'expérience sensorielle, polysensorielle, j'ai dit, éventuellement synesthésique aussi, puisqu'il y a des moments de trouble où on ne sait plus à quel sens on s'adresse, hein, à quel sens. J'avais un petit exemple où on a beaucoup de jeux de faux semblants, notamment des fleurs qui paraissent, enfin des carrelages ou du sol qui paraît des fleurs sur lesquelles on marche et on veut en cueillir, et finalement ce ne sont pas des fleurs, hein, ce sont de la mosaïque ou des choses comme ça. Donc on a plein de jeux sur l'incertitude des différents sens, et on a aussi des évocations parfois de plantes qui sont des lieux de réminiscence d'expériences passées. Dans La Belle et la Bête, pour faire la boucle avec le début, le moment où le père attrape l'une des roses, hein, il dit « Jamais il n'avait vu de si belles roses, leur odeur lui rappela le souvenir de la belle ». C'est-à-dire que c'est la rose qui va appeler le souvenir et qui va déclencher, hein, ensuite toute l'histoire. Donc je dirais que dans les contes, le jardin ou le parc, hein, dans sa version élargie, c'est pas seulement un monde en réduction, hein, mais c'est aussi un monde en expansion. Dans les contes, c'est à la fois un concentré d'expériences très fortes, mais aussi ce sont de nouvelles expériences, une invention. On dit souvent que les contes de cette époque sont des laboratoires, hein, et il me semble qu'effectivement ce sont des laboratoires de création nouvelle de jardins. Je vous remercie et pardon pour la longueur. Je pense que c'était la dernière image.
Ça a été écrit par des femmes. Elles étaient publiées, je pense. Oui, oui. Pourquoi ça a disparu tout ça? On ne connaît plus que les contes de Perrault. Pourquoi est-ce que ces contes ont disparu? Alors, parce que, il y a deux réponses possibles. Toutes les personnes, enfin, je prétends connaître un peu la littérature, toutes les personnes que vous avez citées, je n'en connais aucune. Non, mais tout le monde, enfin, c'est tout à fait normal. Alors, l'une des raisons, je pense, c'est celle que je donnais au début, c'est-à-dire que ce qui nous intéresse dans les contes et ce qui va intéresser dès le 18e, 19e siècle, surtout le 19e siècle, les contes, c'est le conte populaire, le conte oral. Populaire, ça ne veut pas dire grand-chose, mais le conte folklorique, c'est-à-dire le conte qu'on collecte, qu'on raconte en famille, que des colporteurs racontent, que les griots en Afrique racontent, etc. C'est ces contes-là qui vont nous intéresser, pour X raisons, voilà. Et Perrault est le seul qui s'approche de ce type de conte. Donc je pense que, et dès le XVIIIe siècle, il n'y a guère que Perrault qui va être édité dans ce qu'on appelle la petite bibliothèque bleue de Troyes, qui sont des sortes de petites brochures populaires qu'on diffusait. Les autres contes ne seront pas édités, un petit peu Madame d'Aulnoy, mais pas, parce que c'est un public enfantin, populaire, etc. Et on va considérer que ces contes-là, effectivement, dans leur facture, ils ont quand même peu à voir avec les autres. Donc ça, c'est une première chose. Je pense que c'est par rapport à la littérature. La littérature ne va pas sélectionner les contes pour d'autres raisons de non-légitimation, d'une bagatelle, etc. Et à ça. Alors pour ce qui est des conteuses, actuellement, il y a tout un courant qui considère que c'est lié à l'invisibilisation des femmes. Là aussi, c'est un élément de réponse. Je ne pense que ce n'est pas totalement faux, parce qu'effectivement, c'était essentiellement des conteuses qui étaient souvent des romancières, avant aussi, mais qui étaient un peu en rupture de banc. C'est quand même des personnes qui n'étaient pas forcément... alors, elles étaient insérées dans la société, mais aussi bien Madame d'Aulnoy, Madame de Murat, dont je vous ai parlé à plusieurs reprises, c'est quand même quelqu'un qui a été marié de force, battu, qui s'est chassé, qui a été mise en exil, qui est lesbienne, qui le dit. Donc, je veux dire, il y a pas mal comme ça de conteuses qui sont quand même en rupture de banc. C'est une suite des précieuses aussi, qui ont aussi des discours anti-mariage très forts, et leurs contes ne correspondent pas exactement à l'image qu'on a des contes. Madame de Murat, par exemple, à la fin d'un de ses contes, où il y a enfin le mariage avec le prince et la princesse attendus, elle nous dit je vous raconterai pas la scène de mariage, parce que de toute façon, les fêtes de noces sont toujours de tristes choses. Et on s'arrête là, dans le conte. Donc forcément, c'est quelque chose qui... Donc il y a plusieurs éléments comme ça, je pense, qui s'entrecroisent. Moi, ce qui me frappe, c'est qu'à l'époque, donc, elles étaient publiées et lues. Donc, oui, mais il y a un gros... On dit qu'il n'y a pas eu de littérature féminine, mais il y en avait eu. Si, bien sûr. Oui. Ouais. C'est après que ça a été non. invisibilisé. C'est pas sur le moment. Ah non, sur le moment, elles sont très très lues. Et Perrault, ils sont dans le même cercle, ils circulent, ils tiennent salon, il y a une vraie mode des contes de fées. Non, ils sont très lus, mais il y a assez peu quand même les autrices femmes de cette... Oui, c'est des conteuses. Les autrices femmes avant, souvent c'est les mêmes qui sont quand même passées, mais la génération juste avant, les Scudéry, les Lafayette, etc., elles étaient très, très en vue et très lues. Et après, on aura effectivement à la fin du XVIIIe plutôt Madame de Genlis, Madame de Staël, etc. Entre les deux, je pense que les écrivaines, ce sont des conteuses, effectivement. Oui, vous disiez tout à l'heure qu'il n'y avait pas de traces de la façon dont ils récoltaient les contes. Il y a nulle part de documents qui décrivent la façon dont ils vont chercher l'oralité dans les campagnes, essayer de se faire raconter des choses qui se sont transmises par voie orale. Alors, on sait que ça a existé, qu'ils ont fait comme ça, mais on n'a pas du tout de traces de la façon dont ils l'ont fait. Le problème est qu'ils ont édifié leur propre mythe.
C'est-à-dire qu'effectivement, on a beaucoup, on a pas mal de témoignages où chacun dit c'est ma grand-mère, c'est une vieille de village, c'est la gouvernante, etc. Et donc on a récolté comme ça. Ça, c'est un mythe. C'est-à-dire en tous les cas, ils construisent leur mythe et on ne sait pas, en fait, à quel moment il y a du vrai ou il y a du faux. L'histoire, notamment des contes de Perrault, c'est très compliqué. Déjà, le recueil de contes de Perrault est signé par son fils. Et même actuellement, il y a une discussion pour savoir si les contes de Perrault sont de Charles Perrault ou de Pierre d'Armancourt, qui était son fils. Parce qu'il les a attribués à son fils, sans doute pour des raisons parce qu'il s'était battu en duel, donc il était, son fils, donc il essayait de légitimer. Donc bon, il y a des tas de raisons, mais on ne sait pas exactement s'ils sont mis à plusieurs mains. Bon, l'écriture est assez clairement celle de Perrault parce qu'il a une plume et que c'est loin d'être simple, contrairement à ce qu'il dit. Mais on ne sait pas exactement. Et donc là aussi, il raconte qu'à la campagne, on racontait, donc il faisait des veillées, et puis il y avait des paysannes, etc., ou des gouvernantes qui avaient ce dépôt. Mais les études, donc assez longtemps, on a été quand même très dupes du fait de se dire oui, c'est donc qu'ils puisent au conte oral et les conteuses aussi. Et en fait, on s'est quand même rendu compte en faisant des recherches, et même dans les courriers qu'on peut avoir, qu'ils puisent essentiellement aux sources littéraires. C'est-à-dire qu'ils vont chercher chez Basile, chez Straparole, chez Apulée, etc., des contes. Alors on ne sait pas trop par quel biais, on ne sait pas toujours ce qu'ils ont lu, dans quelle édition. Est-ce que la personne qui leur a raconté a lu le texte ou est-ce que c'est quelque chose de... C'est compliqué. Le cas exemplaire, c'est le Petit Chaperon Rouge. En fait, on n'a aucune version avant Perrault. On n'a rien. Toutes les collectes sont ultérieures. Et la plupart des collectes sont inspirées de Perrault. Et même actuellement, on n'est pas du tout sûr qu'il y ait un conte du Petit Chaperon Rouge avant Perrault. On se dit que sans doute, mais comme c'est fait rétrospectivement, en fait, on sait très peu. Et moi, je discutais à table, je disais un peu, j'ai eu un moment un étudiant qui travaillait sur les contes comoréens. J'étais à La Réunion, donc j'avais des étudiants comoréens et qui avaient récolté des contes auprès de sa grand-mère. Et il y avait notamment le Petit Chaperon Rouge. Et en discutant après, il était allé enquêter aussi parce que je lui disais, est-ce qu'il y a une autre source? Et il me disait que non, ils avaient lu Perrault. Ils avaient entendu, ils n'avaient pas lu Perrault forcément, mais ils avaient entendu la version de Perrault. Alors on sait bien que dans les versions orales ou populaires, il y a le chemin des aiguilles et des épingles, etc. Mais on ne sait pas si c'est antérieur en fait. Il y a des partisans qui disent qu'il n'y a que des sources littéraires à Perrault. Je ne suis pas très sûr quand même. Il faut pas vraiment être dupe. C'est en tous les cas, c'est sans doute pas uniquement du colportage ou. Il peut y avoir aussi de la création. Ah oui, non, mais la plupart. Non, mais ça, on sait bien détecter. Par contre, quand on n'a pas de conte type justement auquel se rattacher, la plupart des contes que je vous ai donnés sont des contes de pure création. Il y a pas. Ça, on sait repérer en fait. Mais quand on sait repérer, on ne sait pas en fait quel a été le mode de transmission de ces intrigues minimales. La Belle et la Bête. On ne sait pas quel a été le mode de transmission. Parce qu'il y a quand même Apulée, il y a l'histoire de Psyché, il y a pas mal d'autres sources où ça se ressemble, il y a l'histoire de Mélusine, il y a plein d'autres contes assez proches. Et donc il y a assez peu de chances que La Belle et la Bête était un conte raconté oralement en fait. Vous avez parlé de Linné. Oui. Et Linné, grand maître, on va dire, de la botanique et de la classification systématique, parle justement du mariage des plantes, un petit peu comme dans un conte. Enfin, c'est des termes, c'est une littérature scientifique, pas très scientifique, par rapport à la littérature hyper formatée aujourd'hui de publication scientifique. Ouais. Est-ce que, selon vous, il y a eu
comment dire, une porosité justement entre cette culture des contes et puis l'activité ou l'inspiration des scientifiques. Est-ce que Linné lisait des contes? Alors, je ne sais pas si Linné lisait des contes, je pourrais demander, j'ai un collègue qui est spécialiste de Linné, mais en tous les cas, c'est dans l'air du temps. C'est-à-dire que, même en dehors des contes, c'est-à-dire que l'émerveillement et la féerie font partie intégrante de la culture et l'émerveillement scientifique est un ressort, et le terme même est un ressort tout à fait commun. Fontenelle, par exemple, va définir la nécessité de l'émerveillement scientifique. C'est un ressort de la curiosité, etc. Et cet imaginaire du mariage des plantes, de la nature féerique, magique, etc., c'est dans l'air du temps. Et Linné a plutôt un discours quand même très scientifique par rapport au type de discours que peut avoir Buffon, par exemple, à la même, qui est quand même plus nettement littéraire, on va dire. Oui. Linné a écrit un livre qui s'appelle Lachésis et Dimésis. Je ne sais pas si vous connaissez, qui n'a rien à voir avec les plantes, mais où il collationnait les preuves que quand on faisait un péché soi-même, on serait puni par où on avait péché. Et j'en ai eu une traduction française de ce livre-là que j'avais eu l'intention, quand j'étais éditeur, de publier. Mais ce livre n'existe pratiquement pas. Mais il est bizarre parce qu'il donne accès à un autre visage totalement différent de Linné. Bon, ça c'est une autre remarque par rapport justement à l'auteur ou à son fils. Je vais remarquer que dans la littérature spécifique sur l'art des jardins, à peu près à la même époque, au XVIIe siècle, la plupart des traités, ce qu'on peut appeler traités, même s'ils ne méritent pas tous ça, d'art des jardins, sont signés par le fils. Parce que c'était une manière d'obtenir la charge par la génération suivante. Alors, un dernier point qui m'a intéressé aussi au passage, c'est à qui s'adresse ce public des contes. Parce qu'effectivement, on a l'impression, rétrospectivement, que c'était surtout pour les enfants, les images que vous nous montriez, c'est ça. Mais or, c'est pas vrai du tout. Non, que je sache. Bon, par exemple, Madame d'Aulnoy, que je connais un peu, beaucoup moins bien que vous, évidemment, mais ça s'adresse à une société de cour. Oui, mais c'est exactement ce que je vous disais. C'est un mythe total. L'idée, c'est une invention. Je vous dis, même Perrault, qui, effectivement, sans doute est passé à la postérité parce qu'il pratiquait, ou il entendait pratiquer, il avait comme horizon un public enfantin, etc. Je vous dis, pas du tout. C'est le même public que La Princesse de Clèves, ou c'est un public lettré, curial, mondain. Il n'y a aucune différence. Parce que ces contes de fées ne sont pas du tout intégrés dans ce qui va devenir au XIXe et au XXe siècle les arts des traditions populaires. C'est dans un monde culturel et social différent du public qui vont avoir lieu, il me semble. Ah oui, non, tout à fait. Je ne pense pas avoir dit autre chose. Non, au contraire. Oui, bien sûr. Non, je suis tout à fait d'accord. C'est l'importance que vous avez donnée au cadre, parce que vous avez dit que Madame de Villeneuve avait été inspirée par le nôtre, en fait, par le jardin de Versailles. Pour Madame d'Aulnoy, vous avez parlé du parc de Saint-Cloud. Donc, en fait, je trouve que ces histoires, elles ont un contexte très concret, aussi un cadre que tout le monde connaissait. Aussi, c'est intéressant de voir, en fait, parce que le conte, on l'associe vraiment à la fiction, à l'imaginaire, et en même temps, le cadre, c'est un cadre que les lecteurs, probablement, de l'époque, pouvaient reconnaître aussi. Oui, précisément, parce que c'est le public qui, effectivement, vit dans ces parcs-là. Vous avez d'autres exemples ?
Presque tous. Hein. Le cadre est toujours une belle demeure. Mais je veux dire, une demeure connue, comme ça? Il y a Chantilly. Ah oui, Chantilly. Ouais. Après, c'est des modèles de demeure. On n'a pas de nom. Hein. Nous, on reconnaît parce que... voilà, mais c'est compliqué de savoir si c'est Chantilly. Là, quand on a évidemment le lieu où la promenade a lieu, ça aide. Mais sinon, la plupart du temps, c'est pas nommé. Mais avec un canal central, le labyrinthe est souvent évoqué dans aussi bien à Versailles, à Chantilly, il y a les labyrinthes de verdure. Là, souvent, ils se promènent et se perdent dans les labyrinthes de verdure, ou au contraire, ils trouvent qu'on s'y perd pas du tout, etc. Vous voulez dire de jardins nommés comme ça pour le cadre? En général, c'est quand même plus allusif, quoi. Je trouve ça étonnant parce que ce sont quand même des jardins très structurés, très, très apolliniens, très... Enfin, c'est pas très dionysien quand même par rapport à quelque chose pas qui tant va que ça. Il y a quand évoquer- même une image qu'on a du jardin de Lenôtre qui est très faussée, hein, parce que c'est des jardins qui sont... vous savez plus que moi, mais qui sont effectivement mathématiques d'une certaine façon, parce qu'ils travaillent sur la perspective, etc. Mais ce sont des jardins qui sont aussi profondément baroques. Hein. C'est des jardins... La manière de montrer les jardins de Louis XIV, c'est tour, demi-tour, surprise. On est sur un parterre. Là, on découvre. Les bosquets servent à se cacher. Donc, c'est pas du tout... en tous les cas, c'est pas rectiligne et simple comme on pourrait... non. Je pense que vous serez d'accord avec moi. Hein. On décrit souvent Versailles par le grand axe, etc., mais pas du tout. L'essentiel des jardins de Versailles, ce sont dans les bosquets. Et les bosquets sont extrêmement complexes du point de vue de leur construction. Et c'est des monuments baroques extraordinaires. Merci.